N'importe qui. Au sein de la multitude de régiments et de bataillons de l'Imperialis Auxilia, plus connus sous le nom d'armée impériale, les Solar Auxilia étaient parmi les forces de combat les plus prestigieuses, disciplinées et bien équipées de l'Imperium de l'Humanité durant la période de la Grande Croisade et de l'hérésie d'Horus, à la fin du 30e et au début du 31e millénaire. Ils étaient largement considérés comme étant les seconds en termes d'efficacité militaire, juste derrière les surhumaines Legiones Astartes. Bien que certains observateurs puissent mettre en avant des unités individuelles et des régiments dont les compétences, la puissance et la réputation pourraient rivaliser avec celles des Solar Auxilia, comme les légendaires régiments terriens des Centes anciens, les Auxilia se distinguent par le fait qu'il ne s'agit pas d'un simple corps issu d'une culture particulière ou déplacé d'un monde rallié pour servir l'Imperium. Ils étaient un modèle, une culture de guerre et un ordre de bataille qui ont été reproduits avec succès sur des centaines de mondes. Ainsi, les cohortes et régiments des Solar Auxilia constituèrent l'épine dorsale des forces militaires de l'Imperium dès le début de la Grande Croisade. Alors que les Space Marines des Legiones Astartes étaient à la fois ses figures de proue et indubitablement sa force principale et inarrêtable, les Auxilia étaient souvent ses éclaireurs essentiels et ses fantassins les plus fiables. Et à mesure que l'Imperium s'étendait pour englober des milliers de mondes, les Solar Auxilia étaient sa première ligne de défense contre ceux qui cherchaient à le détruire de l'extérieur ou à perturber sa paix de l'intérieur. Lors de la création des Solar Auxilia, l'empereur, dans sa sagesse, semble s'être appuyé sur deux sources principales: les grandes forces militaires des guerres d'unification de Terra et l'Ordo Saturnine. La guerre ravageant Terra et son système stellaire depuis des milliers d'années standards, le monde natal de l'humanité avait vu de nombreux grands empires et cultures guerrières s'élever et s'effondrer. De ce creuset de bataille, l'empereur tira beaucoup d'éléments qui allaient participer à structurer les tactiques de toutes ses armées, parmi lesquelles les Solar Auxilia, mais ce furent les enclaves technologiques hautement militarisées de Saturne, dont l'expertise dans la guerre spatiale était d'un caractère sans égal, qui allaient grandement influencer la nature de ce corps d'élite. L'organisation politique de Saturne s'était formée pendant l'ère des luttes. Il s'agissait d'une ligue disparate de domaines et de royaumes indépendants, formés de dizaines d'enclaves d'astéroïdes, d'archéologie orbitale et de colonies lunaires autour de la géante gazeuse qui leur a donné leur nom. Au fil du temps, ils avaient établi une culture commune technologiquement avancée, et même si les conflits interétatiques, la compétition et la vendetta étaient monnaie courante entre eux, ils se sont rapidement unis face à la menace extérieure, qu'il s'agisse de l'influence néfaste de Mars ou des raids des Xénos et des pillards mutants. Leur armée, combinant, avant l'unification, la flotte de loin la plus puissante du système Sol et les forces armées d'élite connues sous le nom de l'Ordo Saturnine, avait perfectionné ses armes et son expertise dans la guerre du vide pendant des siècles avant l'arrivée des Space Marines. Beaucoup ont soutenu que ce n'est qu'après le ralliement des États de Saturne à l'Imperium que la Grande Croisade a véritablement commencé. Leur flotte, leurs chantiers navals orbitaux et leur expertise furent fondamentaux dans les premières années de l'expansion impériale. Les Solar Auxilia naquirent à cette époque. Les 10 premiers régiments furent levés, connus collectivement sous le nom de Béliers Saturnines. Ils étaient ni plus ni moins les hoplites du vide de l'Ordo Saturnine, réorganisés, élargis et envoyés aux côtés des premières légions de Space Marines pour conquérir les étoiles. Bientôt, d'autres régiments virent le jour, Terra et Luna fournissant tous deux de nombreux soldats recrutés selon le même modèle que celui de Saturne.
Ces régiments furent déployés avec des armes et des équipements tirés de prototypes de Saturnine, remis au Mechanicum pour approbation, modification et production en série qui contribuèrent à les distinguer du reste de l'armée impériale pendant la Grande Croisade. Ce matériel de combat a été complété par des variantes d'armes et d'équipements supplémentaires conçus pour un environnement dangereux et pour une utilisation par un humain non augmenté, connu désormais sous le nom de modèle solaire. À mesure que la Grande Croisade avançait, l'efficacité des Solar Auxilia en tant qu'organisation militaire distincte et force de combat cohérente fut maintes fois prouvée. Les besoins stratégiques des flottes expéditionnaires en expansion constante et du territoire galactique conquis exigeaient une augmentation croissante des régiments et le système solaire seul ne pouvait pas répondre à cette demande. Ainsi, le modèle fut emprunté et reproduit ailleurs, donnant rapidement naissance à des régiments et des formations de cohortes plus importantes à travers tout l'Imperium. Ces nouvelles formations étaient souvent composées d'officiers subalternes expérimentés et de sous-officiers provenant des régiments existants. Ce phénomène était plus fréquent dans les systèmes stellaires possédant une tradition bien établie de forces militaires et de corsaires capables de naviguer dans le vide spatial. Dans de nombreux cas, cela facilitait l'assimilation de ces cultures dans l'Imperium, en particulier lorsqu'une résistance armée avait été nécessaire pour les soumettre à la conformité impériale. Ces cohortes de Solar Auxilia étaient généralement déployées loin de leur monde d'origine, rompant ainsi les liens avec leur foyer initial et réduisant ainsi le risque de rébellion future. Cependant, cette pratique n'était pas systématique. Avec l'introduction de tests d'aptitude mentale et physique pour un plus large éventail de recrues, des régiments furent également levés avec succès à partir de mondes sauvages et de mondes féodaux dépourvus d'une technologie sophistiquée ou d'une tradition d'opération dans le vide spatial. Les cohortes les plus redoutables étaient celles qui mariaient la férocité et l'audace typique des mondes guerriers avec la discipline et la puissance de feu pour lesquelles les Solar Auxilia étaient renommés. Au cours du deuxième siècle de la Grande Croisade, les forces de la Solar Auxilia représentaient presque un quart des effectifs humains de l'armée impériale, soit des dizaines de millions de soldats. Quand la guerre civile éclata, 2/3 de leurs forces étaient stationnées dans des garnisons aux frontières de l'Imperium, tandis que le dernier tiers était séparé parmi les différentes flottes expéditionnaires et de libres marchands aux quatre coins de la galaxie. En raison de leur adaptabilité et de leur capacité à opérer de manière indépendante, il était devenu courant que de nombreuses flottes expéditionnaires de moindre envergure, en l'absence des Legiones Astartes, soient dirigées par un noyau de force de la Solar Auxilia. Ces forces étaient placées sous l'autorité d'un officier général de haut rang, portant le titre de maréchal légat, nommé par le Conseil de guerre impérial. Nombreux furent les maréchaux qui convoitèrent les droits de colonisation planétaire à la suite d'une campagne difficile. Certains se virent même octroyer une concession commerciale conférant le rang, le pouvoir et la richesse personnelle d'un libre marchand militant. Certes, certains maréchaux n'étaient motivés que par leur enrichissement personnel, mais cela servait souvent, à la fin, autant la Grande Croisade que le désir de gloire et la croyance en l'unification de l'humanité. Pour ceux des rangs inférieurs, l'attrait du service était peut-être finalement plus terre-à-terre, mais non moins précieux. Un niveau de vie décent, un salaire régulier et le respect de l'Imperium pour leur dévouement. Et à leur retraite, après avoir servi pendant au moins 30 années, ils se voyaient accorder la pleine citoyenneté ainsi que des terres, de l'argent et une position proportionnelle dans un nouveau monde colonisé ou récemment soumis. Pour ceux qui choisirent de consacrer leur vie à la Solar Auxilia, la récompense finale était encore plus grande. Ils recevaient des traitements anti-vieillissement et des soins médicaux de base pour prolonger leur longévité et leur utilité sur le champ de bataille. Fondamentalement, la Solar Auxilia est devenue et est demeurée un corps de soldats professionnels aguerris, équipés et entraînés selon les normes les plus exigeantes des forces humaines de l'Imperium. Les cohortes de Solar Auxilia sont le meilleur exemple d'une formation d'infanterie spatiale lourde de l'Imperialis Auxilia. À ce titre, elles sont parfaitement formées et équipées pour participer aux guerres du vide, aux environnements planétaires hostiles
et sont capables de passer de missions de combat spatiaux à des opérations terrestres, ainsi que de mener des actions d'abordage critiques. Les premières forces de la Solar Auxilia étaient organisées selon la structure régimentaire standard établie par le Principia Bellicosa, avec environ 5000 soldats placés sous le commandement d'un colonel légat, assisté d'un état-major et d'un cadre disciplinaire comptant environ 300 officiers et spécialistes. Cependant, à mesure que la Grande Croisade progressait et que le rôle de la Solar Auxilia devenait crucial dans l'effort de guerre partout dans l'univers, la demande en recrues augmenta. En réponse, le haut commandement de l'Officio Militaris reconfigura la Solar Auxilia en formation plus vaste et autonome appelée cohorte solaire. Ces cohortes solaires étaient conçues pour être hautement spécialisées et s'inspiraient à la fois des structures utilisées par certaines des forces d'élite des guerres d'unification, ainsi que de l'organisation des légions Space Marines naissantes. Une cohorte solaire typique était constituée environ de 120 000 individus, avec plusieurs milliers de personnels de soutien de divers types, sous le commandement d'un maréchal solaire. Cette force était ensuite divisée en plusieurs sous-cohortes, chacune comptant environ 1200 soldats placés sous la direction d'un commandant. L'élément central de la cohorte solaire sur le plan tactique est le tertio, une formation constituée de 3 sections de Solar Auxilia, chacune ayant un armement et un rôle spécifique sur le champ de bataille. Les tertios pouvaient être rassemblés et déployés de différentes manières et en différents nombres pour répondre à des besoins stratégiques spécifiques. La formation de tertio la plus répandue était de loin le tertio d'infanterie, composé de 3 sections de fusiliers, chacune comprenant 20 fantassins blindés équipés de fusils laser et commandés par un officier subalterne. Aux côtés des tertios d'infanterie, on trouvait également les tertios d'élite Veletaris, chacun composé de 3 escadrons de 10 soldats vétérans équipés d'armes améliorées à courte portée, telles que des chargeurs Volkite ou des lance-flammes, ainsi que les tertios d'appui-feu, comprenant 3 batteries, formées chacune de 3 plateformes de soutien à l'infanterie, dont la rapière est l'exemple le plus courant. Chaque tertio est une unité autonome, et chaque auxiliaire au sein des tertios est formé pour être envoyé en première ligne, mais également pour maîtriser les compétences du combat spatial, l'ingénierie de combat de base, la survie en environnement hostile et les protocoles fondamentaux d'exploration planétaire. Cette combinaison unique de compétences a fait des Solar Auxilia une élite parmi les soldats humains de l'Imperium dès les premiers jours de la Grande Croisade et a toujours été une source de grande fierté au sein de leur rang. La doctrine tactique des Solar Auxilia s'est développée tout au long des opérations de la Grande Croisade, résultant directement des environnements inhabituels dans lesquels ils intervenaient régulièrement, ainsi que des caractéristiques particulières de leurs armes et équipements. La coordination et la discipline étaient d'une importance primordiale. Les infractions à la discipline et aux règles à bord d'un vaisseau spatial pouvaient rapidement conduire à un désastre pour tous. Ceux qui ne respectaient pas les règles ou n'adoptaient pas les normes lors du recrutement étaient réaffectés pour servir en tant que matelots ou dans une unité de l'armée impériale moins sélective, tandis que ceux qui ne parvenaient pas à maintenir ces standards en service actif faisaient face à des sanctions sévères. Enfin, ceux qui échouaient au combat risquaient une exécution sommaire par leurs propres officiers. La cohérence et la discipline étaient un prérequis également pour les tactiques mises en place sur le champ de bataille, qui consistaient principalement en des formations serrées tant dans les combats en terrain ouvert que dans les espaces confinés d'une zone mortalis, ainsi que par une concentration de la puissance de feu et une défense opiniâtre. Les frappes asymétriques éclairs impliquaient l'engagement de forces importantes contre une partie fractionnée de la ligne ennemie afin d'obtenir une victoire localisée tout en minimisant les pertes. Ces stratégies étaient rendues possibles par la discipline des cohortes et la sophistication de leurs armements. Les Solar Auxilia s'attendaient souvent à se battre seuls, en infériorité numérique, confrontés à un terrain nouveau et à des ennemis potentiellement inconnus. Leur discipline légendaire et leur aptitude à maintenir leur position dans de telles circonstances ne doivent pas seulement être vues comme des compétences martiales, mais comme des nécessités vitales pour leur survie. Sur un monde extraterrestre ou dans les coursives d'un vaisseau ennemi, céder à la panique est une fuite vers une mort certaine pour soi comme pour ses compagnons d'armes.
L'une des caractéristiques les plus distinctives de la Solar Auxilia était leur équipement de guerre unique qui les différenciait des nombreuses forces au sein de l'Imperialis Auxilia. Il était façonné à la fois par leur histoire et leur rôle particulier au sein de l'immense machine de guerre de l'Imperium. L'équipement, peut-être le plus emblématique utilisé par les membres de la Solar Auxilia, était leur cuirasse, un gilet pare-balles de combat environnemental complet, renforcé par une carapace et équipé d'une unité de survie intégrée, une armure communément appelée modèle Solar. Elle était une version en série modifiée de l'ancienne armure des hoplites du vide de l'Ordo Saturnine. L'armure est hermétiquement scellée et capable de résister aux tirs d'armes légères, aux impacts balistiques et aux chocs. Elle est également équipée d'un système de réparation automatique pour les dommages mineurs et offre une grande résistance aux radiations et aux températures extrêmes, ce qui en fait un équipement très efficace pour les opérations de combat dans divers environnements hostiles, pas seulement dans le vide spatial. Cependant, malgré son efficacité et sa résilience, cette armure ne peut rivaliser en termes de durabilité ou de sophistication avec l'armure des Legiones Astartes, qui opère à un niveau de défense et d'endurance bien supérieur. Tout comme l'armure portée par la Solar Auxilia est plus avancée et requiert des matériaux plus coûteux, ces armes légères le sont également. Le rifle laser modèle Calibrax 6 était le plus répandu parmi eux. Contrairement aux modèles conventionnels comme le pistolet laser Mars Mark II ou la carabine laser Urge von Tokva, le Calibrax se démarquait par ses condensateurs d'énergie renforcés, sa durabilité accrue et ses capacités de dissipation thermique supérieures. Ces caractéristiques en faisaient un choix de prédilection pour affronter les dangers de la guerre dans le vide spatial. De plus, sa conception permettait une adaptation facile à diverses modifications et systèmes d'augmentation, tels que les réseaux de boulons collimateurs et les chargeurs à induction, sans risque de dommages graves comme ceux encourus par des armes moins sophistiquées. Historiquement, pour ce qui est du soutien léger et de l'armement spécialisé, la Solar Auxilia a toujours privilégié les armes à énergie dirigée, telles que les lance-flammes, les fuseurs, les multilasers et les canons laser, en raison de leur efficacité au combat et de la facilité de maintenance et d'approvisionnement en munitions. Autrefois équipement standard pour de nombreuses sections d'infanterie, les armes Volkite sont devenues de plus en plus rares au fur et à mesure de l'avancée de la Grande Croisade. À l'époque de l'hérésie d'Horus, elles étaient réservées aux unités d'élite de Véletaris. Posséder une telle arme était un signe distinctif au sein de la Solar Auxilia, les armes elles-mêmes étant transmises de soldat en soldat au fil du temps. Les officiers de la Solar Auxilia étaient autorisés à choisir leurs propres armes personnelles, ce qui donnait lieu à une grande diversité et même une compétition entre eux, l'épée étant généralement considérée comme la marque distinctive d'un officier. En dehors des théâtres d'opération, les duels entre officiers de rang similaires étaient souvent autorisés au sein de la Solar Auxilia à des fins sportives ou, dans certains cas, pour des questions d'honneur, avec l'approbation d'un commandant. Le sabre Charnabal Terran était l'arme la plus couramment utilisée pour ces duels. En mission d'exploration ou sur le champ de bataille, les cohortes opéraient souvent comme une force mécanisée, embarquant leurs troupes dans des transports blindés lourds, adaptés à divers environnements. Le transport blindé Dracosan était l'un des véhicules les plus couramment utilisés, capable de transporter des sections entières de fusiliers dans un seul véhicule. Il offrait un blindage plus solide et une meilleure protection que le Rhino, ainsi qu'une endurance accrue grâce à son système de survie amélioré. En complément de ses transports terrestres principaux, l'Arvus était aussi très utilisé. Ce vaisseau robuste et fiable, conçu plusieurs siècles avant la fondation de l'Imperium, était utilisé dans une variété de rôles, comme le transport de troupes en mission de reconnaissance ou le ravitaillement. Étant donné le lien étroit de la Solar Auxilia avec la guerre spatiale et les assauts orbitaux, un soutien naval supplémentaire était aussi souvent intégré aux opérations des cohortes. Ce qui rendait la Solar Auxilia presque unique au sein de l'armée impériale, c'était l'utilisation de béliers d'abordage lors des assauts spatiaux. Cette tactique, généralement associée aux redoutables Legiones Astartes, était également maîtrisée par la Solar Auxilia, soulignant leur polyvalence et leur capacité à s'adapter à différentes situations de combat.
les cohortes de la Solar Auxilia utilisaient aussi des blindés de soutien et des unités d'artillerie mobiles. Contrairement aux autres forces de l'Imperialis Auxilia, ces véhicules étaient spécifiquement conçus pour résister aux opérations spatiales et aux environnements hostiles, dotés de protection radiologique et de systèmes internes de survie. Parmi ces véhicules, il y a le char de combat Leman Russ, modèle Mars Solar, particulièrement avancé, conçu selon les spécifications de l'Auxilia par les seigneurs de Mars. Plus rapides et plus sophistiqués que leurs homologues classiques, ces chars étaient accompagnés de variantes semi-automatisées des chars d'artillerie Basilisk et Medusa, montés sur les mêmes châssis Leman Russ étanches à l'environnement. Les cohortes sont également réputées pour le déploiement régulier d'ouvrages de défense préfabriqués, renforçant chaque campement ou avant-poste, même temporaire. Cette pratique opérationnelle standard découle de déploiements prolongés sur des mondes inconnus, éloignés de toute aide immédiate. La plupart des cohortes comprennent également au moins une sous-cohorte de blindés super lourds. Parmi ceux-ci figurent des véhicules généraux tels que le Malcador et le Baneblade, ainsi que des engins réservés à des rôles plus spécialisés comme le Shadow Sword ou le Stormhammer. Il est à noter cependant que les formations de sièges plus spécialisées, telles que les batteries d'artillerie statique, sont rarement incluses dans l'ordre de bataille régulier d'une cohorte. Cela s'explique par le fait que le commandement stratégique pendant la Grande Croisade considérait le devoir de siège et la guerre d'usure comme un gaspillage des spécialités de la Solar Auxilia. Ces tâches étaient donc souvent déléguées à d'autres formations, permettant aux cohortes de se concentrer sur leur rôle principal, être une force mobile et adaptable, prête à affronter les épreuves parmi les plus dures de la guerre galactique. Alors que les Résidorus faisaient rage, de nombreux commandants loyalistes de la Solar Auxilia, en particulier ceux coupés de Terra, se sont tournés vers la création de charonites pour renforcer leurs forces, notamment pour faire face à la puissance des légions renégates Astartes et des forces du Mécanicum noir. Armes vivantes dont les origines sombres se perdent dans l'ère des luttes, les charonites furent des ogrines abhumains, biochimiquement et cybernétiquement modifiés, devenus des créatures d'obéissance brute et de frénésie. Trouvés parmi les arsenaux de plusieurs petites civilisations humaines à capacité spatiale au sein du Segmentum Solar, les technologies difficiles et instables utilisées pour leur création ont été jugées proscrites et impies par le Mécanicum, car elles pouvaient en partie avoir des origines extraterrestres. Malgré cela, la Solar Auxilia, grâce à ses liens étroits avec les enclaves saturniennes de Terra et les donjons célestes de Pavonis, qui ont tous deux conservé une grande partie de leur indépendance, avait conservé une dérogation pour la création et l'utilisation des charonites en nombre limité, malgré l'opprobre de Mars.